Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, direction l'Assemblée nationale, où le débat sur la taxe sur les holdings tourne à la véritable foire d'empoigne. Chaque député y va de son avis jusqu'à ce moment hallucinant où l'un d'eux, à bout de nerfs, dit tout haut ce que beaucoup de Français ressentent. Les riches échappent aux impôts, tandis que les pauvres, y compris les migrants, paient le prix fort. Et je vais vous le dire tel que je le pense, ici 95% des femmes et des hommes de cet hémicycle n'ont jamais créé la moindre entreprise et se permettent de donner des leçons d'économie matin, midi et soir à toute l'économie française. Et je vais vous dire, m'applaudissez pas trop vite parce que des deux côtés des bandes de cet hémicycle, vous envoyez des messages néfastes chaque jour depuis maintenant 2 semaines avec des fiscalités, avec de la fiscalité sur notre économie qui sont tout simplement des retours, nous aurons des retours de flammes qui vont napalmer l'économie de nos territoires. Donc je vous redis, chers collègues, attention à ce que vous faites. Ce ne sont pas les députés qui créent des emplois dans notre pays, ce sont les chefs d'entreprise. En revanche, les députés, par leurs décisions, peuvent tout simplement casser des emplois dans nos territoires. Vous êtes quand même pris dans la nasse de vos contradictions sur ce débat-là. Parce que ce sont ceux qui, sur ces bancs, n'ont que le mot fermeté à la bouche, qui sont incapables aujourd'hui d'instituer une petite taxe. 2%, pas 20, pas 50, pas 70, 2% sur leur fortune professionnelle pour contribuer à leur juste part à l'impôt. Et si vous ne le faites pas, je vous avertis, collègues, il y a quelque chose qui craque dans ce pays, c'est le consentement à l'impôt. Parce qu'en haut, les plus riches ne veulent pas consentir à l'impôt, et en bas, les plus pauvres ne peuvent plus consentir à l'impôt. Et dans ce budget, il y a déjà beaucoup trop de folie fiscale. On a déjà absolument tout taxé. Et chers collègues, ce qui va se passer à l'issue de ce budget, c'est que vous n'allez pas attraper des poissons ou des baleines, vous allez juste vider la mer. Il n'y aura pas plus d'impôts, il y aura moins d'emplois, il y aura moins de salaires, il y aura moins de création d'entreprises. Et donc notre objectif à nous reste toujours le même. Le seul chemin, c'est de baisser la dépense. Le seul chemin, ça n'est pas d'augmenter les impôts. Au-dessus des 0,1% les plus riches, l'impôt sur le revenu ne joue plus son rôle parce que ces gens-là ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Voilà le problème qui nous est posé. Et ils ne le payent pas parce qu'ils ont transféré le revenu et patrimoine personnel vers le patrimoine professionnel que vous décidez de continuer à exclure. Voilà le problème qui nous est posé. On a entendu ces dernières minutes des choses, moi, qui dépassent l'entendement. On a entendu que la France était devenue un paradis fiscal, que les riches faisaient sécession alors qu'ils payent les 10% des plus riches, payent 75% de l'impôt sur le revenu. Mais dans quel pays vivez-vous? Dans quel pays vivez-vous? Je crois parfois que vous créez une fiction qui sert peut-être votre projet politique, mais qui ne sert pas la France et les Français. Certains ont dit, dans ces bancs, quand le dirigeant sort des dividendes de sa holding, il paye le PFU. Précisément. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de dirigeants qui n'ont pas besoin de sortir leurs dividendes de la holding, qui ne payent pas le PFU. Et c'est bien cela qui amène à ce qu'un certain nombre d'économistes constatent qu'un certain nombre de personnes se constituent des patrimoines personnels sans avoir payé les impôts, qui sont ceux de l'épargne personnelle et du patrimoine personnel. Je le redis, notre but ici, c'est pas que la justice fiscale amène à appauvrir l'économie. C'est que la justice fiscale assure que les outils fiscaux des entreprises sont mis au service des entreprises et que les outils fiscaux pour les personnes, pour les individus, eh bien, soient plus efficaces. Si on applique 2% le taux sur la part théorique des actifs qui seraient considérés 15%, au maximum, en moyenne, les holdings paieraient 0,3% de leur valeur en impôts. On peut donc considérer que nous sommes en train bien de limiter une forme d'abus en changeant les règles, en les clarifiant. Enfin, monsieur Dive, vous avez dit le risque, c'est que tout ça bouge et que l'Europe, au fond, les localisations d'actifs, les localisations d'entreprises changent. C'est bien pour ça que cette taxe a bien prévu qu'il y ait, au fond, aussi un mécanisme anti-abus sur la localisation des holdings à l'étranger. Parce qu'il serait dommageable que ce que nous voulons restreindre en France, qui est déjà restreint en Irlande, qui est déjà restreint dans d'autres pays, soit permis en France. Donc cette difficulté n'en est pas une, vu ce que nous proposons. Il y a des propositions pour en faire un outil positif plutôt qu'un outil négatif, et il y a un outil, je pense, qui
Certains diront qu'il ne va pas assez loin, certains disent qu'il va trop loin. C'est bien pour ça que vous êtes des parlementaires et que vous avez le droit souverain de définir l'impôt. Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression. Bien, nous allons passer au vote. C'est un scrutin public. Chacun est à son banc. Votant 398, exprimé 396, majorité 199 pour 134 contre 262. Ces amendements ne sont pas adoptés. Il faut savoir que parfois, un tout petit chiffre peut cacher une fracture immense. En France, une proposition de taxe d'à peine 2% a déclenché une véritable tempête à l'Assemblée nationale. Et ça a révélé une colère bien plus profonde qu'une simple histoire d'argent. Il faut vraiment comprendre ce qui s'est joué ce jour-là. Cette phrase, waouh, elle a résonné comme un coup de tonnerre dans l'hémicycle. C'est l'expression brute, sans filtre, d'une exaspération, d'un fossé qui, on a l'impression, ne fait que se creuser entre le monde politique et, disons, le monde de l'entreprise. Alors oui, la question c'est comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a pu mettre le feu aux poudres à ce point? Pour le comprendre, il faut revenir au cœur du débat. C'est là que tout a commencé. Alors, imaginez la scène. On est en pleine discussion sur une nouvelle mesure fiscale. L'ambiance, elle est déjà électrique, on peut s'en... En réalité, c'est devenu bien plus que ça. C'est devenu le symbole d'un affrontement beaucoup plus large. Parce que, il faut bien le comprendre, derrière ce chiffre de 2%, ce ne sont pas juste des euros qui sont en jeu, non. Ce sont deux visions du monde, de la société française qui s'affrontent de manière frontale. Alors on a deux camps. D'un côté, il y a ceux qui défendent ce qu'ils appellent la justice fiscale. Pour eux, l'objectif est simple. Il faut faire contribuer les plus fortunés qui, grâce à des montages financiers via des holdings, paieraient très peu d'impôts sur le revenu. C'est une question d'équité. Et de l'autre côté, on a une toute autre musique. Eux, ils tirent la sonnette d'alarme sur le danger économique. Pour eux, cette taxe, c'est un poison. Un poison qui va étouffer l'investissement, freiner la création d'emplois, bref, punir ceux qui sont censés être les moteurs de l'économie. 2%. C'est fou, on en revient toujours à ce chiffre. Comment est-ce qu'un taux qui semble si faible peut provoquer une division, une fracture politique et sociale aussi massive? C'est tout simplement parce qu'il touche à un point de friction majeur dans le pays. Alors, voilà l'accusation principale des partisans de la taxe. Pour eux, le problème est limpide, les 0,1% les plus riches, disent-ils, ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Comment? Eh bien, en transférant leur richesse, leur patrimoine personnel, dans des holdings professionnels qui, elles, sont beaucoup moins taxées. Et la réponse, elle est tout aussi directe, tout aussi percutante. Les opposants à la taxe dégainent un autre chiffre. Les 10% les plus riches payent 75% de l'impôt sur le revenu. Et ils ajoutent « Dans quel pays vivez-vous » On a vraiment l'impression que les deux camps ne regardent pas le même film, qu'ils ne parlent absolument pas de la même réalité économique. Mais en fait, si on gratte un peu sous la surface de cette bataille de chiffres, on découvre que ce débat révèle une crise bien plus profonde. Une crise qui touche au fondement même de notre société. Le fameux contrat social. Ce pacte invisible qui lie les citoyens à l'État. Le consentement à l'impôt, qu'est-ce que c'est au fond? C'est ce pacte, ce deal fondamental. On accepte de payer des impôts parce qu'on a confiance. Confiance dans le système, confiance dans l'utilisation qui est faite de notre argent. Mais que se passe-t-il quand cette confiance commence à se fissurer? Et c'est exactement ce qu'on a entendu à l'Assemblée. Un des arguments, c'est que la fracture viendrait d'en haut. Il y aurait ce sentiment que les plus fortunés ne voudraient tout simplement plus jouer le jeu collectif, qu'ils refusent de contribuer. Et là, le système est complètement pris en étau. Parce que si, en haut, certains ne voudraient plus jouer le jeu, en bas de l'échelle, ce n'est même plus une question de volonté, c'est une question de capacité. Les classes populaires, les classes moyennes, se sentent complètement écrasées par les impôts et estiment qu'elles ne peuvent tout simplement plus payer. Maintenant, il faut prendre un peu de recul, on va dézoomer, parce que ce dilemme, il est typiquement français, mais il ne se joue pas en vase clos. Il s'inscrit dans une compétition européenne et mondiale qui est absolument féroce. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe français. D'un côté, le pays veut maintenir un modèle social très généreux, très protecteur, ce qu'on pourrait appeler un paradis social. Mais évidemment, pour financer tout ça, il faut des impôts élevés. Et pour certains, ça transforme le pays en enfer fiscal. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Eh bien, des pays voisins, comme l'Irlande, le Luxembourg, jouent une autre carte, une fiscalité beaucoup plus douce pour attirer les entreprises, attirer les capitaux. C'est une tension énorme. Et ça nous amène à la question cruciale, la question à 1 million. Est-ce qu'une nation peut maintenir un filet de sécurité sociale aussi solide, alors que ses moteurs économiques, ils sont constamment incités à aller voir ailleurs? Cette tension entre le social et le fiscal, est-ce qu'elle est tenable sur le long terme? C'est un défi immense, pas seulement pour la France, mais pour beaucoup de démocraties sociales en Europe. Pour conclure, il faut vraiment retenir une chose.
Ce vote sur cette petite taxe de 2%, ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. Ce n'était que le symptôme visible d'un mal bien plus profond qui ronge la société. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le plan purement législatif, le résultat est clair. Les amendements pour stopper la taxe ont été rejetés. La proposition, elle, a continué son chemin au Parlement. D'accord, le vote est passé. Mais la vraie question, c'est quel a été le coût réel de cette victoire? Au-delà du résultat parlementaire, que reste-t-il de ce débat acharné, de ces accusations, de cette fracture qu'on a exposée au grand jour? Et c'est peut-être ça, la leçon principale de toute cette histoire. Le vrai danger, au fond, ce n'est pas une taxe de 2%, non. Le vrai danger, c'est quand les citoyens, qu'ils soient chefs d'entreprise, salariés, artisans, peu importe, c'est quand ils perdent confiance. Confiance dans la justice du système, confiance dans sa légitimité. Et c'est sur cette interrogation, lourde de sens, que se termine cette analyse.